Tout le monde. On attend que la barre peut-être cesse d'augmenter au niveau des spectateurs et on va pouvoir commencer. Enfin, je vais pouvoir commencer puisque Cécile et Agathe vont intervenir un petit peu plus après une présentation contextuelle, mais pas de spoil. C'est parti. Alors, je vous le disais, au risque de me répéter, il y a quelque chose d'un peu important. Vos questions et vos réponses, elles vont aller dans l'espace questions-réponses qui est du coup juste en bas. Et pour le coup, ce sera vraiment l'endroit où vous pouvez vous poser vos questions, voter pour les questions des autres. Et à la fin, on se penchera ensemble sur au moins les 5 questions qui ont le plus de votes. Et on en fera une dizaine si on a le temps, voilà, jusque midi ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au cours de la présentation dans cet espace-là. On sera là pour vous. Ensuite, il y a des sondages. Alors, il y a 3 sondages au fur et à mesure de cette présentation auxquels vous pourrez répondre. Et les sondages, ils seront dans l'onglet sondage, qui porte bien son nom du coup. Et enfin, il y aura bien sûr vos réactions, vos discussions. J'en vois déjà certains dans le chat et je reconnais quelques noms qui avaient pu commenter sur nos posts LinkedIn, etc. C'est génial, ça nous donne un peu un feedback technique sur ce qui se passe. Je ne peux pas voir tout ce que vous dites à l'instant T, mais en régie, on y porte attention et du coup, on va pouvoir y jeter un coup d'œil si jamais il y a un problème de son ou je ne sais quoi. Et vous pouvez déjà voir Fanny qui est en train d'interagir avec vous dans le chat. Donc, c'est nickel et c'est parfait. On est là pour ça. Parce qu'on est plusieurs aujourd'hui, puisque j'ai la chance d'être accompagné de Cécile et d'Agathe, pour vous le faire un petit peu de gauche à droite. Cécile, elle est plutôt coaching sur le recrutement chez Up2. Elle accompagne nos candidats en abordant des sujets d'évaluation, de parcours d'intégration ou de plan de rémunération. Et c'est un peu ce que fait Agathe aussi, mais elle est aussi expert coaching candidat, plutôt spécialisée au niveau des candidats pour le coup d'Agathe. Mais ça va être du coup la même chose, l'évaluation de ces candidats, leur parcours d'intégration et leur plan de rémunération. Donc un aspect un petit peu des deux bords. Et de mon côté, je suis du coup producteur de contenu chez Up2 et j'étais auparavant commercial dans quelques entreprises. Voilà. Et chez Up2, d'ailleurs que vous pouvez voir sur mon pull, si je ne me trompe, on a un pull très start-up. On est les spécialistes de la transformation commerciale en France depuis déjà 17 ans. C'est vraiment notre métier. On a déjà évalué 100 000 commerciaux l'année dernière. On en forme habituellement 10 000 par an. Donc, ça fait quand même 25 000 managers et commerciaux formés depuis qu'on a lancé nos offres de formation, d'évaluation et de conseil. Et évidemment, on ne serait rien sans le recrutement sur lequel Up2 avait sa spécialité au départ, et puisque c'est quand même déjà 1050 recrutements qu'on a fait depuis septembre, et c'est pour ça qu'on a cette expertise du recrutement des candidats et donc de la rémunération. Puisque ce webinaire, on vous le propose grâce à une étude qu'on a menée sur 90 000 rémunérations souhaitées par des candidats, et que ça nous permet de tirer des conclusions hyper intéressantes à partager avec vous pour remporter ce qu'on va appeler un peu plus tard une guerre des talents. Mais terminer les spoilers, comme je vous le disais, grand point de contexte pour commencer. Sur une dizaine de slides et une dizaine de minutes restantes, je vous donnerai un petit peu où est-ce qu'on en est sur du coup la situation du marché du recrutement. Ensuite, quelques constats et bonnes pratiques à travers ce qu'on a pu tirer comme analyse de notre étude. Et enfin, place à nos intervenantes avec des questions qu'on a préparées et ensuite vos questions qui seront donc moins préparées, que je vous invite toujours à poser sur questions et réponses au fur et à mesure de la présentation. Avant de passer à vos questions, d'abord, notre première question. Fanny doit lancer le sondage voilà, sur le chat et vous le voyez normalement qui vient d'apparaître en pop-up. Et la question, c'est simple. Quand est-ce que vous avez revu votre plan de rémunération? Je vous laisse tous à vos réponses. Est-ce que vous avez plutôt vu votre plan de rémunération en 2021, enfin pardon, avant 2021, en 2021, en 2022, ou déjà pour faire face au contexte actuel et à tout ce qui arrive entre la crise sanitaire et peut-être la hausse des matières premières, vous avez peut-être déjà revu votre plan de rémunération, mais j'en garde pour plus tard. On a hâte de voir vos résultats. Merci en tout cas de les remplir et de les compléter. Fanny, tu as déjà un peu de réponses sur la question? Plutôt 2022. Ok, génial. Vous avez du coup été sur votre sujet. Maintenant, on va vous donner les clés pour l'être encore mieux en 2023. Donc, c'est parfait. Plutôt une tendance 2022. Ça prouve que finalement, vous avez votre place ici et que vous êtes peut-être en top, au-dessus de tous vos enjeux commerciaux. Et c'est tant mieux puisqu'on a vraiment, on fait vraiment face à une guerre des talents.
Et je vais le justifier, ce terme, on va le revoir tout à l'heure avec Cécile, évidemment, mais la situation, elle est celle-là. C'est qu'il manque 200 000 commerciaux en France, c'est énorme, surtout quand on considère que le nombre d'offres d'emploi, il n'a jamais été aussi élevé. C'est 28% plus élevé qu'avant. Et pourtant, je crois que les candidatures, elles, sont... en fait, je l'ai sous les yeux. Le nombre de CV, par contre, a été diminué par 2 depuis la crise sanitaire. Donc, c'est énorme. C'est ça, la réalité du marché des commerciaux. Et c'est ce qu'on va essayer de régler et de trouver finalement les bonnes pistes pour combattre ça en ce moment. Mais justement, jetons un petit coup d'œil du côté candidat. C'est que, je vais te dire un peu en conclusion de cette slide, ils sont en position un peu plus de force, si vous voulez, puisqu'ils trouvent un emploi en 21 jours à peine. Ils ont souvent plusieurs pistes en même temps. En moyenne, on a calculé 3 pistes. C'est quand même beaucoup. Et en plus, bien sûr, comme ils ont finalement cette force de négociation, les salaires souhaités par les commerciaux ont évidemment augmenté. S'ils ont augmenté, c'est de 8%. C'est absolument énorme en soi. Il faut vraiment que chacun en prenne conscience. Et c'est pour ça que j'ai ajouté cette petite animation soulignée, que j'espère que chacun apprécie, parce que vraiment, 8%, c'est drastique, on va dire, comme changement sur un an. Et donc, comme je vous le disais, c'est très important d'avoir en tête cette idée-là pour chacun, c'est que le rapport de force, il s'est inversé au profit de candidats qui ont bien sûr des attentes de plus en plus élevées et qui donc n'hésitent pas à faire des demandes fortes sur la rémunération, on le voyait avec ce côté un peu 10%, et sur plein d'autres éléments qu'on va voir ensemble et que je vais brièvement vous présenter juste après. Je voulais juste vous donner une vision un petit peu plus holistique et globale de ce que ça signifie au niveau de la guerre des talents et des constats qu'on a pu tirer. Donc voilà un peu le tableau global. Je vais vous retirer les 2 derniers éléments comme ça. On va se concentrer sur le principal avant que chacun prenne une capture d'écran. Mais par contre, je vous encourage à prendre des captures d'écran, même si je le précise au cas où, parce que je ne vois pas le chat, mais je suis sûr que c'est une question qui a été posée. Le webinaire sera disponible en replay, mais n'hésitez quand même pas à prendre des notes et peut-être à du coup faire fruit de toutes les informations qu'on a pu récolter et qu'on vous partage aujourd'hui. Par exemple, sur du coup le package moyen qui est donné à ses collaborateurs. Vous pouvez le voir sur déjà ce tableau. Le variable occupe une part finalement assez minime, aux 50-60% qu'il avait pu occuper depuis des dizaines d'années. C'est vraiment une part de la rémunération globale qui est en baisse, qui est en diminution. Et c'est très important de le noter. Ensuite, il y a bien sûr la différence entre Paris et la région, avec une concentration en Île-de-France de beaucoup d'entreprises et donc de beaucoup de concurrence au niveau des forces commerciales, et donc un résultat sur les rémunérations qui vont être plus élevées en région parisienne qu'ailleurs, ce qui a peut-être moins poussé des gens à déménager pendant la crise sanitaire et plutôt un peu plus inversé aujourd'hui. Donc, y prêter vigilance toujours à cette petite guerre des talents-là qui peut se voir rien que sur ces chiffres-là, et notamment sur le fait d'attirer la nouvelle génération. Vous pouvez noter la différence dans le variable. C'est très intéressant parce qu'en fait, les juniors, et Agathe et Cécile vont nous l'expliquer encore mieux tout à l'heure, on a pu le voir avec elles, c'est très intéressant de voir que les juniors, ils ont besoin d'une plus grande stabilité. Je vais vous le démontrer aussi dans les bonnes pratiques, mais tout ça pour bien vous démontrer qu'on a des situations commerciales qui sont parfois un petit peu en deçà de la réalité, puisque la réalité souhaitée par les candidats, par vos futures ou peut-être même actuelles forces commerciales, c'est celle-là. Donc, voici nos bonnes pratiques pour essayer de faire face, du coup, à cette demande. Mais d'abord, un petit sondage. Et oui, bien sûr, avant de faire preuve de nos bons conseils et de nos bons constats et recommandations, on va essayer de regarder un petit peu chez vous que représente la part du variable par rapport à la rémunération globale. Et je vois que Fanny l'a déjà lancé, c'est magnifique. Et du coup, est-ce que vous êtes plutôt autour de 10%, autour de 30%, ou est-ce que chez vous, le variable est déplafonné et que vous pouvez peut-être nous partager dans le chat que votre variable est déplafonné, mais finit par représenter en moyenne un certain pourcentage de la rémunération globale de vos commerciaux? N'hésitez pas à nous apporter la nuance dont on a besoin du coup à travers le chat. Je vous laisse répondre. Voilà. On peut regarder un petit peu. Exactement, je vous vois répondre. Donc, par exemple, Ludivine, c'est top, ouais, en moyenne 30-35%. C'est assez élevé par rapport à ce qu'on a pu constater. Ouais, 50% aux 2 tiers de la REM, ça c'est encore de beaux objectifs, effectivement, pour votre force commerciale. Super. Ok, top. Fanny, tu vois quoi comme résultat majoritaire sur le... Plutôt déplafonné, ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que votre nuance en commentaire est importante. Mais je vois déjà que
nos deux consultantes pour beaucoup à l'extérieur. Je veux dire, vous avez beaucoup de clients, mais du coup, moi, en interne, je vois déjà que ça confirme tout ce que vous pouvez voir sur place et chez nos clients. Donc, c'est ce que vous recommandez. Donc, c'est top. Ouais. Mais elles vont nous en dire plus. Je vous promets que ça arrive puisqu'on va passer à notre partie bonne pratique pour le moment. Je crois qu'elles sont impatientes de confirmer tout ce qu'on est en train de vous présenter. Fanny, est-ce que tout le monde a pu répondre? Génial, top. Et donc, ce premier constat, bon, bien sûr, c'est qu'il y a un énorme impact sur les entreprises et sur la trésorerie, ce qui était évidemment l'enjeu du moment et l'a toujours été, mais d'autant plus récemment, puisque les petites entreprises, elles vont peut-être avoir des difficultés pures et dures de trésorerie pour faire face à leurs difficultés de recrutement, tandis que pour les grandes entreprises, ça va être plutôt une marge de négociation limitée, donc la trésorerie, on va dire, à l'échelle des équipes, lors des négociations annuelles, ce qui peut peut-être, du coup, conduire à un turnover, ce qui veut évidemment dire, tu me l'as très bien traduit, Agathe, donc je te laisse. Taux de roulement. Taux de roulement, voilà, un taux de roulement, un turnover un peu plus élevé. On va vous traduire un petit peu tous ces termes New Age, donc de nouvelle génération, avec grand plaisir, pour tirer ce deuxième constat et les plus importants qui vont suivre. L'importance du fixe. On a vu tout de suite la présentation, je vois un message sera partagé avec le replay. On a tout de suite partagé donc nos données et votre appréciation à chacune et chacun sur le variable et sa part d'importance dans la rémunération globale. Ce qui va être important, c'est aussi de jeter un œil sur la stabilité qui est demandée par les commerciaux et l'importance du fixe. Et ça, c'est vraiment primordial. Les commerciaux, ils sont en attente de salaire fixe, ils veulent un package parfois légèrement inférieur, mais avec un fixe plus élevé. C'est notre constatation et c'est dû au fait que le contexte économique est incertain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le contexte économique, il est clairement incertain pour des raisons que chacun connaît que trop bien et que je vais répéter simplement pour justifier cet argument. Il y a eu la crise sanitaire et on est maintenant face à une inflation et une augmentation du prix des matières premières d'une moyenne de 6,5%. Et ça, évidemment, ça tend les situations et ça rend finalement les décideurs parfois plus incertains, même dans les entreprises où tout marche bien, comme on est face à un contexte global un petit peu frileux, on peut être, voilà, comme je vous le disais, un peu plus indécis. Et donc, il va falloir réfléchir à la répartition du fixe et du variable, puisque c'est normal, c'est aussi perçu comme la valeur intrinsèque du collaborateur aujourd'hui. Sa valeur intrinsèque, elle est encore plus importante dans notre génération. Et c'est du coup vraiment essentiel que vous jetiez un petit œil à cette répartition fixe-variable qui, comme je vous le présentais avec le tableau précédemment, peut gagner en importance. Ensuite, l'objectif, ça va être de définir des objectifs, pardon, je me répète, atteignables, puisque pour vos commerciaux, leur chiffre doit être absolument vu à la fois en accord avec eux, mais aussi en accord avec le marché. En accord avec le marché, c'est aussi pour ça qu'on est chacun réunis aujourd'hui, partager nos meilleures pratiques, mais surtout nos chiffres, nos méthodes, et regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. C'est ça qu'on arrive à tirer comme conclusion, puisqu'on a regardé auprès de 90 000 ailleurs ce qui se faisait. Et c'est pour ça. On l'a vu notamment avec, par exemple, les jeunes diplômés qui se projettent sur 35 000 euros, 40 000 euros de rémunération fixe parfois, avec un salaire global qui peut grimper jusqu'à 45 000 euros. Donc, c'est des attentes fortes, mais surtout, ce n'est pas du tout les mêmes attentes qu'il y a 3 ou 4 ans. Et en plus, ce n'est pas du tout leurs seules attentes. Donc, on va regarder aussi où est-ce que ça peut se concentrer, les attentes des autres commerciaux. Et ça peut être carrément plus sur l'environnement de travail, le projet professionnel, donc on va le travailler. Donc il y a le contexte économique incertain, et comme je vous le disais, il y a la génération Z. La génération Z, ça va être bien sûr une génération qui va être en quête de monter en compétences, et donc ça va être une génération qui veut aussi un parcours, finalement un parcours professionnel qui soit vraiment délimité pour eux et qui soit clair. Donc là, l'idée, la première recommandation sur laquelle d'ailleurs vous êtes aussi très très experte, ça va être l'idée de développer la formation pour justement conserver votre force commerciale et leur projeter un futur. Ça passe par le fait de développer ces outils, bien sûr, et évidemment, je vous le disais un petit peu plus tôt, par la culture professionnelle, la culture d'entreprise que vous pouvez mettre en place dans votre day-to-day, au quotidien de votre force commerciale. Développer la formation, ça passe pas seulement par l'onboarding, encore un terme que je vais traduire et qui est évidemment l'intégration de vos collaborateurs. Ça passe pas seulement du coup par le fait de leur donner un ordinateur, de leur donner un téléphone et un CRM. Ça passe aussi par le fait de leur faire des activités d'intégration, par le fait de les fédérer autour de vos valeurs. Mais je pense que vous allez en dire encore plus, donc je garde tout ça pour
pour plus tard, avec donc ce processus de formation qui doit être perpétuel et aligné, je vous le disais, et surtout à digitaliser. Et ça rejoint le fait de développer ces outils pour faciliter l'accès aux ressources de vente. On parle par exemple beaucoup du book de vente. Je pense que c'est quelque chose que vous mettez en avant et que chez Up2, on aide nos clients à développer. Donc voilà, faciliter absolument cet accès-là, puisqu'il faut que tout soit un petit peu plus automatique chez vos commerciaux, comme par exemple le fait d'automatiser le CRM. C'est quelque chose qui demande un petit peu de moyens, tout comme la formation par moment, mais qui est absolument, absolument essentiel pour faciliter le travail de votre force commerciale, l'attirer et la conserver. Tout ce, comme je disais sur la formation, c'est la même chose pour la culture d'entreprise sur le côté intégration onboarding. Souvent, on a la fibre patriote finalement, corporate de l'entreprise quand on vient d'arriver, mais il faut se saisir de ce sujet-là parce que finalement, leur donner envie de se battre pour votre chiffre d'affaires à travers votre variable, mais aussi à travers un esprit d'équipe, c'est extrêmement important aujourd'hui, puisque la part d'intégration professionnelle dans l'identité de chacun et chacune est devenue encore plus importante, et donc apporter de la flexibilité dans l'équilibre de votre vie pro et de votre vie personnelle sur vos collaborateurs sera aussi très important. On a fait un webinaire sur le télétravail il y a quelques mois. Vous étiez nombreux et je pense qu'on en a tiré des leçons très importantes sur cette flexibilité qui est encore plus importante de jour en jour, et notamment avec les jeunes générations, comme je le disais un petit peu plus tôt, pour que finalement l'union fasse la force dans votre entreprise et que vraiment votre force commerciale soit en émulsion et que l'union fasse cette force-là, un peu comme chez Up2. Voilà. Ensuite, place à nos intervenantes. Maintenant, que dis-je? Place au sondage numéro 3. Bien sûr, un dernier petit sondage pour toujours en savoir un petit peu plus sur ce que vous connaissez au quotidien. C'est, comme je vous le disais, ces résultats qui nous permettent d'en savoir plus sur où vous en êtes et qui nous permettent de faire ce genre de webinaire avec de belles données. Donc, dites-nous, quelle est votre principale difficulté de recrutement? Est-ce que ça va plutôt être l'attractivité de votre marque employeur, la culture d'entreprise à travailler? Pour peut-être de petites structures qui viennent de se lancer, ça peut être un sujet. Est-ce que ça va être le nombre insuffisant de candidats que vous pouvez recevoir? Ou est-ce que ça va être le fait de trouver le bon profil, ou juste finalement d'avoir des difficultés à recruter parce qu'on n'a pas encore le budget, mais la nécessité d'avoir de nouveaux collaborateurs? Dites-nous tout ça. Et Fanny, je te laisse me dire, est-ce que… Ah oui, trouver le bon candidat à plus de 60%. Eh bien, ça justifie d'autant plus l'arrivée de nos deux intervenantes, du coup, Cécile et Agathe, qui sont expertes du recrutement, puisque, comme je vous le disais, chez Up2, c'est déjà 1050 recrutements depuis la rentrée de septembre, et c'est 2500 recrutements par an. C'est énorme, en tout cas, c'était le cas en 2022, donc on espère encore plus en 2023, et notamment pour aider ces 60% de personnes qui ont du mal à trouver le bon profil, le bon candidat, peut-être même de formuler bien leur poste. On est là pour ça chez Up2, et on va vous le prouver d'autant plus que l'union fait la force, comme je vous le disais un peu plus tôt, parce que comme vous pouvez le voir, on est réunis vraiment à 3 pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'on a pu recevoir et qu'on a préparées pour aujourd'hui. Donc déjà, on l'avait un petit peu expliqué, mais Cécile, déjà, rebonjour, je pense pour tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'on est dans une guerre des talents? Donc, on l'avait dit, il manque de 100 000 commerciaux. Est-ce que tu peux nous en dire encore un peu plus de ce que tu peux voir, toi, sur le terrain? Ouais. Comme tu l'as déjà dit, il nous manque de 100 000 commerciaux. Et en fait, en parallèle, en France, on a 46% des entreprises qui se disent en recherche constante de commerciaux. Donc, concrètement, ce qu'on observe, c'est une augmentation du volume d'offres d'emploi et, comme tu l'avais dit, une diminution du nombre de candidatures. Alors, sur début 2023, on commence à avoir une légère augmentation du nombre de candidats, mais on garde toujours un déséquilibre quand même très marqué. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on parle de guerre des talents. Tu peux nous en dire un petit peu plus? La rentrée 2023, c'est une hausse automatique. Peut-être les gens se mettent avec la nouvelle année à chercher. Voilà, à l'écoute du marché, potentiellement. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir en tout cas une légère hausse sur les candidatures. Okay. À voir si ça se confirme après, du coup, sur les prochains trimestres. Ok, top. Et si on doit retenir quelques éléments, merci beaucoup, sur un petit peu cette guerre des talents, Agathe, je sais qu'on en a parlé en amont, mais c'était vraiment légitime, et je pense que tu as des choses à nous partager du terrain. Encore une fois, j'affiche déjà les points, mais dis-nous en plus. Oui, alors pour synthétiser un petit peu ce qu'on peut retenir sur cette fameuse guerre des talents, c'est que les commerciaux, concrètement, ils ne connaissent pas le chômage. Ils avancent en moyenne avec 3 entreprises en même temps avant de se décider, et ils vont avoir 2 propositions d'embauche en bout de process. Donc ça crée forcément de la surenchère, vous devez le voir, et cette tension marché,
Ça nous emmène à 2 enjeux majeurs pour les entreprises que vous connaissez aussi. Comment est-ce qu'on garde ces bons éléments motivés et performants? Et puis aussi, comment est-ce qu'on travaille son attractivité pour attirer les nouveaux profils, ces fameux nouveaux talents? Bien sûr. C'est une question, je pense, justement, nouveaux talents, très importante, mais bien sûr, les rémunérations, comme on l'a pu le voir, ont augmenté. Donc, quel impact finalement sur ces rémunérations dans les équipes, sur les recrutements justement de nouveaux talents? Ouais. Oui, puisque oui, effectivement, la garde des talents, elle se joue sur la rémunération, mais pas que. On l'a vu aussi, hein, mais pour attirer les meilleurs candidats, en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles jouent sur d'autres critères qui vont prendre aussi de plus en plus de place dans le choix des candidats. Et ça peut passer par le télétravail, ça passe par la flexibilité, l'équilibre vie pro-perso, vie professionnelle, vie personnelle, la culture d'entreprise aussi, sur laquelle ils sont de plus en plus attachés. Donc, voilà, on a cet aspect-là potentiellement en tout cas en dehors de la rémunération. Et après, sur les rémunérations, on constate de toute façon une augmentation généralisée, quel que soit le secteur d'activité ou les régions. C'est un exemple, c'est top. Ouais, par exemple, en termes d'augmentation, en fait, c'est aussi par rapport à la recherche qui est complètement pénurique. Si on prend sur le dernier trimestre 2022, on avait 30% des recherches des entreprises qui étaient sur des postes de commercial terrain. Et vous aviez que 17% de ces commerciaux en recherche ou à l'écoute d'opportunités. Pareil pour les fonctions de technico-commerciaux, il n'y en avait que 7% à l'écoute du marché, alors que c'était la deuxième fonction la plus recherchée. Donc forcément, ça crée derrière une surenchère là-dessus. Il faut essayer de réduire un petit peu ce gouffre entre les deux. Et on est là toujours pour ça. Quelles sont donc, Agathe, les rémunérations attendues par les commerciaux et les managers? C'est une question évidemment très globale à laquelle tu vas répondre de manière succincte et sur laquelle tout ce webinaire est centré. Mais je vous l'ai dit précédemment et je vous le redis, on vous partage l'étude de toute façon et tous les liens des études par fonction, par secteur à la fin de ce webinaire avec Fanny. Donc là, on répond au mieux de ta capacité, qui voit ça sur le terrain. Donc, quelles sont les rémunérations attendues alors? Alors, par rapport à l'étude, justement, l'attention du marché des commerciaux, elle est telle que pour la première fois dans notre étude, on a fait le choix d'indiquer les salaires déclarés et les salaires souhaités par les candidats, qui sont en fait de 8 à 10% plus élevés que les rémunérations qui étaient réellement pratiquées en 2021. Oui. Voilà, quand même assez important. C'est une nuance très importante. Ouais. Voilà. Et les commerciaux, ils savent que la situation elle est en leur faveur, concrètement, et que certaines entreprises vont leur proposer des rémunérations très attractives. Donc, ils ne vont pas hésiter à jouer le jeu de la concurrence, notamment en Île-de-France, où la pénurie des commerciaux, en fait, elle est la plus forte. Génial. Je pense que ça joue ce côté un peu région qu'on avait déjà exploré un peu plus tôt. Je pense que tu avais quelques exemples aussi sur les juniors qui peuvent attendre un petit peu plus de rémunération. Effectivement, en fait, l'autre chose que je voulais préciser, c'est évidemment que les commerciaux sécurisent leur fixe. Voilà, dans cette situation instable, ils ne veulent plus favoriser finalement des gros salaires avec des petites rémunérations fixes. Ça n'attire plus les candidats. Et puis, ça vaut aussi pour les juniors, la question que tu me posais, qui souhaitent en fait aujourd'hui entre 30 et 35 000 de salaire fixe, ce qui est quand même 7% de plus qu'en 2021. Donc, des augmentations qui sont très fortes aujourd'hui. Ouais, qui sont hyper fortes sur une année à l'autre. C'est ce qu'Agathe vous exprimait tout à l'heure. C'est vraiment de voir cette nuance-là entre les deux. Et donc, si le fixe doit être plus élevé, comment est-ce que finalement on essaye de dire aux commerciaux très bien, ta rémunération fixe, c'est très important, mais tu vas atteindre ton variable. Comment est-ce qu'on donne un peu de confiance aux commerciaux dans le cadre de leur atteinte de variable? Ça, c'est quelque chose que toi, tu travailles aussi énormément. Comment est-ce qu'on fait? J'ai un petit spoiler qui vient de s'afficher, mais est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur la méthode SMART? Oui, parce que rien de pire quand même pour des commerciaux de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, effectivement, il y a une méthode qui fonctionne bien, c'est la méthode SMART. Donc, en fait, c'est de définir un mode de calcul simple, déjà, qui soit mesurable, ambitieux, accepté, réaliste et délimité dans le temps. Ça, c'est la première chose. Et après aussi, pour donner encore plus de cohérence aux objectifs et au plan de rémunération que vous allez proposer, vous pouvez aussi proposer des outils de simulation à vos commerciaux. Ça leur permet en fait de pouvoir suivre l'avancée de leurs objectifs et de voir en fait dans quelle mesure ils vont pouvoir aussi atteindre leurs variables. Ok, génial. J'en vois qui réagissent sur le chat, qui partagent les meilleures méthodes, ce qu'ils font chacun de leur côté. Et je vois aussi des questions très intéressantes. Par exemple,
Michael qui réagit, qui dit on nous demande plutôt 42-44 fixes chez les débutants. Comme Agathe l'a exprimé, ça dépend de la région aussi, très simplement. Et du secteur d'activité, bien sûr. Enfin, tout, finalement, est important. Et tout est détaillé dans notre étude par secteur et par fonction. On vous la partage à la fin. Donc, n'hésitez pas à attendre la fin de cette présentation et aussi à poser vos questions et vos questions-réponses. Ah bah super, Michael, on a un petit peu plus de détails, c'est génial. À poser vos questions et vos questions-réponses dans l'onglet questions et réponses pour que chacun puisse voter pour les questions des autres et qu'on y réponde à la fin. Voilà, c'était mon petit break de milieu de table ronde qu'on va reprendre parce qu'on parlait là de rassurer sa force commerciale sur le fait qu'ils vont atteindre leur variable, qui est un petit peu plus minimisé qu'avant, ce variable. Donc, quelle répartition est-ce qu'on doit essayer de privilégier, Agathe, pour essayer du coup de rester attractif? On l'a vu un petit peu, mais... Excuse-moi. En moyenne, en fait, effectivement, aujourd'hui, le variable, il va représenter plus que 20 à 25% du salaire global. Finalement, pour vous aider à mieux cerner la répartition la plus adaptée, il faut penser à votre cycle de vente. Voilà. Plus vos ventes sont rapprochées, plus vous pouvez finalement privilégier la part variable, puisque les commerciaux, ils vont régulièrement recevoir des commissions. Tandis que, en revanche, plus votre cycle de vente va être long, plus ils vont devoir pouvoir vivre de leur salaire fixe. Et sur ces fonctions-là, où on a des cycles longs, ce sera aussi une grosse part de leurs attentes commerciaux. Il y a un vrai rapport, du coup, c'est clair et net. Si le variable peut rentrer rapidement, voilà, c'est une histoire c'est la caisse enregistreuse du commercial en soi-même. Donc, c'est bien sûr le cycle long. Là, je dois dire, justifie tout et je n'avais pas cette nuance. Pourquoi est-ce que les commerciaux veulent une rémunération un peu dorénavant plus haute, Cécile? On l'avait vu. Je crois que tu avais prévu de le dire, mais voilà, ce contexte économique incertain, comment tu le travailles au quotidien sur le terrain avec nos clients? Ouais, en fait, clairement, hein, c'est cette conjoncture qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu ce sentiment d'insécurité chez les commerciaux. Et en fait, aujourd'hui, clairement, ils n'hésitent plus à négocier en premier le salaire fixe pour réduire la prise de risque, en fait. Pourquoi? En fait, c'est un peu comme des manières que les recruteurs peuvent avoir des difficultés à recruter. Les vendeurs aussi peuvent se retrouver à avoir des difficultés à vendre. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, les commerciaux, ils recherchent ce socle un peu de stabilité et qui leur permet en fait après d'aller chercher leurs variables de manière plus sereine et vraiment dans les meilleures conditions. En fait. Top. Je pense que tu as répondu exhaustivement à cette question-là, mais si vous en avez d'autres, je vous le redis, dans l'onglet questions-réponses pour voter pour les questions de chacune et de chacun, parce que tout le monde a un peu finalement des attentes très différentes et surtout la nouvelle génération qu'on doit essayer un peu d'estimer, qu'on ne sait pas encore forcément comment attirer ces nouveaux talents qui sortent d'école, qui sortent de leurs études et donc comment est-ce qu'on finit par les convaincre? Dis-nous, si tu peux nous résumer ça, Agathe, c'est top. Alors, c'est sûr que ce n'est pas évident pour toutes les entreprises de s'aligner sur les attentes salariales de cette nouvelle génération, qui a des attentes fortes. Pour les PME, on le voit, ça peut être vraiment une question de budget. Et puis, pour les entreprises un peu plus grandes, on sait que la marge de manœuvre sur les budgets, elle peut aussi être réduite, en réalité. Donc, si on n'arrive pas à augmenter le fixe, on peut travailler, ce qu'on dit depuis le début, on peut travailler le variable en le déplafonnant, en proposant des systèmes de compensation ou en mettant en place des challenges, des défis tout au long de l'année qui vont récompenser en fait les résultats de vos commerciaux. L'autre moyen de répondre à leurs attentes, ce sont les avantages qui vont sortir de la rémunération globale. Ça va améliorer le cadre de vie, de travail, et ça peut être par exemple ce dont on parle très souvent, la flexibilité, le télétravail. Autre point assez important, c'est le plan de développement des compétences. Grosse attente aussi des candidats. Puis ça peut être aussi des RTT, plus classiques. En tout cas, il faut que ces avantages soient en concordance avec votre culture d'entreprise. C'est ça qui est important pour vous aussi. Oui, c'est vraiment cette idée de pérenniser sa force commerciale et de lui donner toutes les raisons, non seulement de venir, mais aussi de rester. Parce que quand on investit dans la formation et dans les outils, par exemple, on va avoir besoin de proposer ce plan de compétences qui donc demande peut-être moins d'investissement que directement, brutement, vous me dites, mais du coup, peut-être les outils et le plan de formation. Mais l'important, c'est aussi de conserver sa force commerciale. Et comment est-ce qu'on fait pour conserver sa force commerciale, notamment quand on fait venir des nouveaux qui demandent un fixe plus haut et qu'il y a les anciens qui, du coup, ont un fixe plus bas? Comment est-ce qu'on gère ce clash des jeunes générations? Est-ce que tu peux nous le dire aussi, Cécile, quelles sont les meilleures pistes que tu peux voir sur le terrain? Oui, parce qu'effectivement, la rémunération fixe des commerciaux, c'est elle en tout cas qui doit être la plus juste et la plus équitable.
Déjà, la première chose, peut-être aussi pour voir quelles sont les rémunérations à mettre en place, c'est de se renseigner sur ce qui se fait sur votre marché, sur votre région géographique. Donc, encore une fois, on a nos études aussi, en tout cas pour vous aider là-dessus. Absolument. Et après, à côté de ça, ce que vous pouvez potentiellement aussi mettre en place, c'est en fait de mettre un système de grades, en fait, une grille de niveau de salaire. Et chaque niveau, en fait, va correspondre à un niveau de compétences acquises, un niveau de performance et d'atteinte d'objectifs. Et donc, en fait, à chaque grade, un niveau de salaire et des objectifs spécifiques. Parce que vous ne pouvez pas mettre les mêmes objectifs à un commercial qui rentre chez vous, qui est junior, et les mêmes objectifs à un commercial qui a plus de 2 ans, 3 ans d'expérience. Et en plus, cette grille de niveau, elle va aussi permettre de motiver vos commerciaux à se dépasser pour essayer d'aller chercher le grade supérieur. Et du coup, ça répond aussi à un autre enjeu qu'on verra aussi, mais c'est la fidélisation de vos équipes commerciales. Génial. Tu réponds encore une fois exhaustivement bien à ma question et je trouve ça hyper important, ce côté d'uniformiser un petit peu avec des grades. Quand j'étais commercial, par exemple, on appelait ça être expert confirmé. Ouais. Oui. Ça peut être ça peut être des terminologies ou des grades avec des numéros associés. Oui, en fait, c'est peu importe. C'est très bête, mais je pense que c'est comme la première, la deuxième, la troisième étoile. En fait, je fais une allégorie un petit peu fébrile, mais vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Et j'en vois qui en parlaient un petit peu plus tôt sur leur répartition sur le chat, qui ont mis en place des systèmes similaires. Mais c'est vraiment dans cette idée d'uniformiser finalement et de rendre transparent et clair pour tout le monde. Transparence aussi, complètement. Génial. Très important, donc cette transparence pour ces forces commerciales. Et comment est-ce qu'on communique ça? Comment est-ce qu'on arrive à gérer finalement la construction d'un plan de rémunération fixe? Justement, on va le voir avec Agathe qui nous donne un petit peu 3 bonnes pistes pour construire son plan de rémunération. Donc, je te laisse nous les résumer. Effectivement, alors ce sont des sujets sur lesquels j'échange avec des clients. C'est les bonnes questions à se poser quand on veut revoir son plan de rémunération. La première question, est-ce qu'il est compris par tout le monde? Il faut que le système soit lisible avec fixer pas plus de 4 ou 5 objectifs quantitatifs comme qualitatifs par ailleurs. Et puis de communiquer aussi abondamment sur le plan de commissionnement en collectif et en individuel avec vos commerciaux. Et puis évidemment, les objectifs que vous fixez pour atteindre le variable doivent être alignés sur la stratégie commerciale de l'entreprise pour plus de cohérence. J'imagine le contexte du marché. Voilà, c'est ça, ce qu'on définit, la vision, l'ambition de l'entreprise. Peut-être qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui changent du coup leur plan de rémunération vis-à-vis du contexte, ou c'est quelque chose que... Il y a des questionnements, il y a beaucoup de questionnements sur est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce que je dois rester classique, est-ce que je dois mettre du qualitatif là-dedans. En fait, c'est les critères de variables qui vont évoluer. Donc en fait, chacun est appelé à se remettre en question en ce moment, en fait, c'est un peu ça. Chaque année, c'est bien de pouvoir se reposer dessus. Parfois, c'est pas forcément à changer, mais ça vaut toujours le coup de se reposer et de voir par rapport à l'année précédente et à nos ambitions à venir. Exactement. En quoi ça va venir servir cette stratégie, la croissance, des ambitions de développement de nouveaux produits, etc. Ok, top. Et puis, une autre question, donc une deuxième, est-ce qu'il est motivant? Ce plan de rémunération, il doit pouvoir satisfaire l'ensemble de vos équipes, quelle que soit l'ancienneté des salariés, comme disait Cécile. Donc, il doit permettre de maintenir une motivation de vos effectifs tout au long de l'année. Et si, par exemple, votre commercial il a atteint ses objectifs à un stade de l'année, du mois ou du trimestre, il doit pouvoir être motivé à aller plus loin grâce à notamment des accélérateurs exceptionnels. Et d'autres systèmes possibles, ce sont les systèmes de palier ou bien de rattrapage. Troisième question, les écarts de rémunération sont-ils justifiés par des différences de performance? Il faut aussi voir ce plan comme un support qui va vous aider à identifier des points de progrès chez vos commerciaux, puis voir dans quelle mesure vous pouvez les former et puis les faire progresser. Et puis derrière, si votre plan de rémunération est motivant, ça va aussi inciter vos commerciaux à surperformer. Donc on se le résume un petit peu pour le remettre. Alors, on a la question de la compréhension, la question de la motivation, et puis des écarts par rapport aux différences de performance. Ok. Ça permet de donner finalement de la visibilité à tout le monde sur le dernier point, en fait, les 2 premiers. C'est ça, okay. Absolument. Génial. Alors, maintenant qu'on a un petit peu les questions à se poser, c'est quoi la marche à suivre, Cécile? C'est quoi
c'est quoi finalement la roadmap? Désolé, je l'ai fait en anglais, je n'ai pas pu m'en empêcher, mais ça va être quoi la première étape? La démarche, oui. Ouais, parce que, en fait, avant de se lancer, il faut bien se dire, il n'y a pas en tout cas, on n'a pas encore trouvé le plan de rémunération idéal. C'est toujours une question assez complexe à laquelle on doit répondre. Par contre, il y a une démarche qu'on peut mettre en place, c'est en fait aussi de repartir d'un peu plus haut, de se dire déjà que notre plan de rémunération, il doit être construit, comme tu l'as dit, en fonction du cycle de vente, mais aussi de la stratégie commerciale que vous allez définir. En fait, pour que ce soit, pour que ce soit vraiment efficace aussi auprès des équipes, donc les équipes doivent connaître la stratégie qui est définie, donc communiquer abondamment là-dessus pour que les équipes, en fait, elles comprennent aussi pourquoi aujourd'hui elles sont objectivées. Voilà, là-dessus, exactement. Et quand vous avez défini donc, cette stratégie commerciale, on vient définir du coup des objectifs d'entreprise, des objectifs plutôt globaux. Et ça, en fait, derrière, ça va vous permettre d'aller identifier les critères de variables que vous voulez mettre pour vos commerciaux. Par exemple, on est sur un objectif de prise de part de marché. On peut très bien se dire, on va objectiver davantage nos commerciaux, peut-être sur le nombre de nouveaux clients, le nombre de nouveaux contrats signés. Si on est sur une stratégie de fidélisation avec nos clients, on peut aussi aller chercher des critères qualitatifs, par exemple comme le taux de satisfaction. On peut aussi les objectiver sur des critères de renouvellement de contrat, de vente additionnelle, pardon, j'allais dire upsell. Voilà, en fait, il y a plusieurs exemples de critères qu'on peut utiliser. Le tout, c'est vraiment que ce soit bien cohérent et surtout aligné à votre stratégie commerciale et que ça vous permette d'aller chercher les objectifs que vous vous fixez. C'est génial. Moi, j'ai envie d'appuyer sur ce dernier point parce que c'est un point de douleur que j'avais dans mes expériences commerciales précédentes. C'est que c'était assez mal communiqué parfois et ça avait tendance à changer du jour au lendemain sans que finalement on communique avec la force commerciale puisque si on travaille le cliché, c'est eux qui s'occupent du chiffre d'affaires et de nous faire le chiffre d'affaires et nous, on s'occupe de le redistribuer et pas besoin de passer cette barrière-là. Mais vraiment, je mesure l'importance, parce qu'on a travaillé évidemment ensemble en amont, de cette communication transparente, de vraiment mettre à contribution ces collaborateurs sur laquelle tu as bien insisté, mais sur laquelle je ne peux m'empêcher d'appuyer à titre personnel. On va d'ailleurs attaquer notre dernière question. L'objectif étant de recruter d'excellents commerciaux, le marché étant très tendu, comment est-ce qu'on garde ces bons commerciaux? Comment est-ce qu'on les fidélise dans la durée? C'est une question exhaustive à laquelle vous allez toutes les deux répondre. Donc, je vous laisse commencer. Je crois que c'est Agathe qui commence. Oui, alors, pour commencer, avant que Cécile vous donne des exemples de bonnes pratiques, moi, ce que je considère, c'est que pour fidéliser vos équipes commerciales, il faut déjà comprendre les raisons qui peuvent expliquer un départ. Bon, alors, par exemple, ça peut être le manque de sens ou d'alignement. Voilà, un sujet dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, depuis la crise Covid notamment. Un salarié, il peut ne plus croire au projet d'entreprise, ne plus comprendre la raison d'être de son poste ou de ses missions, ou ne plus être en mesure de contribuer au projet d'entreprise et à sa réussite. Il peut aussi avoir le manque d'opportunités d'évolution. Un commercial peut ne plus évoluer dans l'organisation, ou que les possibilités de développement de ses compétences s'amenuisent, et qu'une fois que des recruteurs s'intéressent à lui, il est déjà trop tard. En fait, à partir du moment où le commercial il envisage un départ, eh bien, il y a grande chance pour que ce projet-là se concrétise. Donc voilà, Cécile, je te laisse continuer sur les bonnes pratiques. Oui. Alors, on a effectivement plusieurs options pour essayer de fidéliser nos commerciaux. Bon, la première, on en parle depuis tout à l'heure, mais clairement, c'est la structure de votre rémunération, qu'elle soit avantageuse, qu'elle soit transparente. Mais c'est quand même important pour les entreprises aujourd'hui de structurer la rémunération de leurs commerciaux. Et en fait, si les avantages financiers, ils sont alignés, partagés et bien communiqués, vos meilleurs vendeurs, ils resteront motivés et ils resteront travailler chez vous. Autre bonne pratique, on en a aussi parlé, c'est proposer les parcours de formation. Aujourd'hui, la nouvelle génération a de fortes attentes sur ces sujets. Pour elle, la formation, c'est aussi un moyen de valoriser leur capacité à monter en compétences. Donc, c'est important de pouvoir mettre en place un vrai plan de progression avec eux et ne pas s'arrêter uniquement à une semaine d'intégration. Derrière,
c'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Il faut savoir les entraîner toute Bien l'année. sûr. On ne s'entraîne On pas aime juste bien cette on comparaison. s'entraîne pas la veille d'un combat, quoi. Exactement. Et autre bonne pratique dont on a parlé aussi, hein, mais c'est vraiment toutes les, on va dire, toutes les solutions que vous avez pour améliorer aujourd'hui les conditions de travail, notamment sur la flexibilité, sur proposer du télétravail, en tout cas pour leur garantir un bon équilibre vie pro et vie perso. Tout ça, voilà, ce sont des leviers de motivation qui rentrent aujourd'hui dans les critères de choix des candidats. Et après, voilà, il existe plusieurs manières de faire. En tout cas, le principal, c'est, tu en as parlé, mais il faut que ce soit en cohérence aussi avec votre culture et vos valeurs. Mais ça peut être potentiellement des journées de congé pour pouvoir travailler pour pouvoir participer à une action caritative. Ça peut être une première chose. Ça peut être des repas gratuits. Ça peut être des services de conciergerie. Voilà, on commence à voir pas mal de choses à émerger sur ces sujets pour améliorer en fait le quotidien dans le travail en fait des équipes. Même une base, ça pourrait être un numéro de téléphone secondaire, pas de devoir appeler avec son téléphone personnel. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous offrent déjà l'option d'avoir un téléphone professionnel, mais il y a parfois des étapes très simples, je pense à celle-là. Exactement. Donc les outils. Mais je pense que tu voulais faire cette tradition d'autant plus pour Effectivement parler. Alors, est-ce que tu peux juste passer un tout petit peu? Ouais, je passe un petit peu. Pour offrir les bons outils. Donc, les équipes, elles ont envie de rester, mais elles ont besoin aussi de travailler dans de bonnes conditions. C'est ce que tu disais, Cécile. Et ça passe par des outils nécessaires qui vont leur faciliter finalement le quotidien. Ça passe par exemple, de la documentation produit, les scripts, les modélisations du parcours client, un bon CRM bien paramétré, ce qui est quand même quelque chose, des outils d'automatisation et par exemple d'envoi des devis. Et puis bien sûr, il y a aussi l'aspect plutôt managérial, échange, donner des retours réguliers. Aujourd'hui, c'est très important aussi, hein, ils ont besoin d'un retour d'information pour ajuster leur manière de travailler. Votre rôle, c'est d'assurer leur performance, leur développement personnel et professionnel en parallèle. Pour autant, donc, il est important de communiquer avec les commerciaux sans attendre l'entretien annuel d'évaluation. C'est fidéliser. C'est fidéliser. Et donc, fidéliser ces équipes commerciales, c'est une action qui est importante pour s'assurer du bon fonctionnement de l'entreprise. Et s'il est normal d'avoir des changements dans votre équipe, il est toujours important de s'assurer du bon équilibre entre les aspirations des commerciaux et puis la capacité de l'entreprise à y répondre. Vous devez déjà en avoir conscience, mais les bons indicateurs pour le mesurer, ça va être le taux de turnover et puis la mesure de la satisfaction qui vont vous permettre d'anticiper certains départs et puis de comprendre aussi ce qui se passe en interne. Je voyais dans les questions et dans les réactions du chat que Fanny gère super bien, d'ailleurs merci beaucoup, qu'il y en avait certains qui nous redemandaient des choses sur les avantages en nature dont on parlait un peu plus tôt, comme par exemple quid de la voiture, etc. Évidemment, ce qui est aligné, on se le disait, avec vos besoins. Mais avant justement de passer à vos questions, je voulais vous rappeler que grâce à vous et grâce à toutes les réponses qu'on a pu obtenir lors de notre étude, c'est 90 000 réponses de salaires souhaités qu'on a pu relever, grâce aussi à Fanny qui présente cette étude et qui est en train de vous l'envoyer normalement dans le chat. Donc, on travaille ça pour vous la partager et ensuite répondre à vos questions. Donc, ne partez pas tout de suite, même si vous avez l'étude, puisque c'est le moment aussi de laisser place à vos questions. Voilà. Et moi, je précise aussi que je dois m'afficher vos questions, puisque j'ai essayé de ne pas prêter trop d'attention au chat pour éviter de me distraire pendant le webinaire, et que du coup, ces questions m'ont été envoyées par Fanny à l'instant. Alors, tac. Fanny, est-ce que tu as pu envoyer les questions sur Slack? Est-ce que tu veux qu'on les lise directement sur l'espace questions-réponses? Sur l'espace questions-réponses, c'est top. Ok, génial. C'est trop cool. Vous m'avez tous envoyé vos questions et Fanny a pu les trier un petit peu avec vous. Donc, on va pouvoir y répondre en direct. On regarde un peu tout ça ensemble. Je pense qu'on peut répondre à la première. Est-ce qu'on inclut les avantages en nature dans les valorisations de rémunération? Non, tout simplement non. En fait, pour les avantages, vous allez pouvoir y répondre mieux que moi, mais
Pour les avantages en nature, ça ne fait pas partie de la rémunération contractuellement parlant. Donc, c'est des avantages qui vont être adjoints à la rémunération sur notre étude d'autant plus. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte avec le client dans la rémunération lorsque vous en parlez avec lui? On parle de package, du coup. On parle d'un package global dans lequel, effectivement, on va quand même communiquer sur ces avantages parce qu'ils font quand même partie du package, encore une fois, du salaire global. Ouais, c'est ça, ce qu'on appelle package, c'est salaire global. Salaire global. Mais les avantages en nature, en général, c'est à côté des prétentions qu'on peut avoir sur le fixe ou variable. Disons que plutôt si vous avez des difficultés, et c'est ce qu'on disait déjà, si vous avez des difficultés à augmenter cette part de salaire global, c'est ces avantages-là qui vont être intéressants à mettre en avant, notamment dans les facteurs d'attractivité en entretien quand vous allez recruter des candidats. Donc, une très bonne question à laquelle on a répondu, je pense, précisément, puisque du coup, on le compte dans finalement le package global lorsqu'on l'évoque auprès de nos clients pour cet aspect-là. Par contre, évidemment, donc je réponds là, je le lis de loin, mais c'est écrit K. Delru. Pour vous donner le détail, on ne les compte pas évidemment dans la valorisation chiffrée qui est partagée à travers notre étude avec toutes ces fonctions et tous ces secteurs. Ensuite, la question suivante. Tanguy qui nous demande comment puis-je passer d'une rémunération d'anciens commerciaux à 100% fixe en part variable, même minime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se saisir de ce sujet? Déjà, je pense que la première étape, c'est de pouvoir vous entretenir avec vos équipes afin de sonder d'éventuelles contestations. Alors, on sait qu'aujourd'hui, quand on fait évoluer un plan de rémunération, il y a souvent des doutes, des questionnements, que ce soit pour des commerciaux ou d'autres. De toute façon, c'est un système qui peut être sensible. Donc, échanger avec vos équipes pour justement connaître leurs attentes quant à ce sujet et puis surtout les rassurer quant à l'atteinte des objectifs. C'est aussi ce qu'on disait. Aujourd'hui, si vous passez d'une rémunération fixe au total à variable, il faut que vos commerciaux puissent s'assurer de gagner au moins autant qu'avant. C'est ça. Si ce n'est plus. Si ce n'est plus avec un système, par exemple, de primes de surperformance. Si on arrive à dépasser les objectifs, c'est là où du coup ça prend. Là, ça peut être hyper intéressant. Je pense, et je tâche de du coup continuer à regarder la caméra, que ce qu'on pourrait par exemple imaginer, c'est que si vous le baissez de 100 à 80% en fixe, donc 80% de fixe, peut-être imaginer un variable qui fasse du 30 ou du 40% et que donc on arrive à du 110, 120%. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit plus avantageux au final pour le commercial et ça va aussi ça va aussi peut-être bénéficier à votre entreprise. Parce que vous pouvez aussi faire des calculs. Quand vous dites comment gérer, on peut aussi se dire, essayez de faire des projections, des simulations avec vos services comptables sur ce qui est possible de faire ou non, et ce que ça va vous coûter, mais aussi ce que ça va vous rapporter, parce qu'il est possible que ça vous rapporte aussi plus. Et puis là, du coup, ça garantit, je crois que c'est ce que tu voulais dire, Cécile, ça garantit au commercial son socle fixe, et puis en même temps, ça l'encourage à aller chercher, et là, c'est ce que tu disais, Agathe, du coup, un variable, et contribue encore plus à un effort d'entreprise. Donc, une super question, Tanguy, qui nous a donné l'opportunité d'apporter encore plus d'éléments. Donc, merci beaucoup. Et je passe à celle d'après. Génial. Comment gérer la problématique de rémunération des commerciaux? Donc là, je suis dans l'onglet questions-réponses, si chacun veut s'en saisir et voter pour les questions des autres ou pas. La question de Jean-Sébastien, je la répète, comment gérer la problématique de rémunération des commerciaux avec salaire élevé, notamment via le variable, versus les autres salaires de l'entreprise? C'est une super question. Je vous donne un cas contextuel. Moi, je me souviens très bien quand j'étais dans des entreprises commerciales qu'on avait tendance à parfois trop se reposer sur celui qu'on appelait le requin un petit peu de cette force commerciale, qui peut représenter des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Comment gérer parfois ce déséquilibre? On parlait de grades. Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Est-ce qu'on veut revenir un petit peu plus sur les grades? C'est au-delà des grades, en fait. C'est que il faut pouvoir en fait confirmer qu'aujourd'hui, le plan de rémunération que vous avez en place, il permet aussi de montrer les éléments qui performent chez vous. En fait, le plan de rémunération, c'est un vrai outil pour vous pour venir piloter la performance de vos équipes et leur efficacité. Donc, si aujourd'hui, un de vos commerciaux surperforme, ça doit être un exemple pour les autres finalement et de se dire, si lui y arrive, moi, je suis censé aussi pouvoir le faire derrière.
Et je crois que ce que Jean-Sébastien voulait dire, c'est c'était... plus sur les autres métiers. Ouais. Alors effectivement, Ouais, ça, vas-y. c'est très voilà. Mais non, mais de toute façon, on y répond pour les autres métiers C'est vrai également. que c'est un sujet qu'on retrouve en fait dans toutes les entreprises. Les commerciaux Ouais. vont avoir des salaires plus élevés, mais c'est Ouais. aussi eux qui vont rapporter les sous finalement dans la maison. Rémunération. Pour être passé d'un job à l'autre, je vous le confirme. Mais voilà, déjà, il y a une possibilité aussi de rémunérer avec une part variable d'autres métiers, avec justement des systèmes à définir avec des critères qui correspondent au quotidien des autres fonctions. Et quand c'est pas possible, mais écoutez, le tout, c'est d'être clair, transparent sur cette politique salariale et d'expliquer quels sont les choix que vous avez faits et ce pourquoi vous les faites. Oui, donc toujours plus de transparence, de visibilité, de communication, quitte à avoir un peu peur de le faire parfois. Quand on doute, il n'y a plus de doute. Et finalement, le plus important, c'est de communiquer. Hop, hop, hop. Alors, vous êtes vraiment au-dessus de nous au niveau caméra et plutôt en dessous au niveau des questions. Donc, on tâche de ne pas perdre votre attention au niveau des yeux. Mais on est là, ne vous inquiétez pas. Et on répond à la question de Michael Boiris. J'espère que je prononce bien. Je lis tout ça de loin. D'où viennent ces valeurs de salaire chez les juniors qu'ils peuvent percevoir à la première embauche, école, recruteur, autres? Eh ben, c'est très simple puisque c'est Fanny qui va nous donner encore plus d'éléments de contexte sur le reçu des études et qui a récolté du coup toutes ces données et qui les a présentées dans l'étude. Donc, comment est-ce qu'on a ces valeurs de salaire chez les juniors alors qu'ils peuvent percevoir dès la première embauche? Comment est-ce que ça nous revient finalement tout ça? Est-ce que vous le voyez déjà au jour le jour dans votre activité, que les juniors sont comme ça dans le fixe? Je sais qu'on le voyait dans le chat. Ouais, Il y avait déjà en fait, quelqu'un qui disait 40 000 euros de global. Encore une fois, c'est aussi très dû au contexte dans lequel ils sont. C'est vrai que sur la nouvelle génération, il y a ces sujets d'incertitude et donc de besoin d'avoir une rémunération qui les sécurise. Et effectivement, en fait, en termes de niveau d'attente, aujourd'hui, le niveau d'attente a augmenté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec cette hausse en fait des prétentions. Est-ce que c'est un truc, Agathe, que tu vois aussi au quotidien Oui, et puis c'est les données aussi qu'on a nous en interne chez Upto, à savoir les candidats quand ils s'inscrivent sur notre plateforme, ils vont aussi déclarer leurs prétentions salariales. Oui, c'est bien sûr de ça. Et ces datas-là, en fait, finalement, qui sont affichées, il y a le salaire qui déclarent les candidats ou les juniors et le salaire qu'ils souhaitent percevoir. Et donc, on a des attentes fortes, forcément, là-dessus aussi, pour qu'eux puissent offrir finalement des marges de négociation aussi intéressantes avec les entreprises. D'autant que ce sont leurs premiers emplois, donc ils n'ont pas forcément l'expérience pour atteindre un variable, bien même de négocier le salaire. Top. Et je crois que Fanny est en train d'apporter une réponse d'autant plus contextuelle à cette question sur le chat. Mais en tout cas, merci, Mickaël, pour la nuance. On a du coup toutes ces données-là sur le site et on y a répondu, donc c'est top. Merci Fanny. Et on passe à H. Fontaine qui nous dit « À partir de quel niveau d'atteinte de variable on considère que c'est une réussite et accepté comme tel par le commercial? 60%, 80%, 100%. » Ouais, une bête de questions. Agathe, elle l'a bien aimé celle-là. Non, j'avais un chiffre que je trouvais intéressant d'une des études qu'on avait produit, c'est qu'a priori, alors c'est pas plutôt pour un commercial, mais pour vos équipes, il faudrait que 70% de vos commerciaux puissent atteindre 90% des objectifs. Et là, on est sur un modèle qui est bon, finalement. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, c'est vraiment ce que tu voulais dire aussi. À partir, en fait, si on considère que 60% ou 70%, 80% c'est suffisant, c'est qu'en fait, finalement, les objectifs, si on reprend encore la méthode SMART, ne sont pas suffisamment ambitieux. Et c'est quand même le but. Mais par contre, il faut qu'ils soient quand même atteignables et réalisables. Donc, comme tu dis, là, ça confirme clairement en fait ce qu'on peut mettre en place sur les objectifs. Et tu disais 90%, Agathe, 90% d'attente. C'est 70% des équipes commerciales, des commerciaux d'une équipe commerciale au global qui doivent atteindre 90% des objectifs. Donc, globalement, la plupart des commerciaux qui atteignent presque l'objectif de 100%. Ok, très bien. Hop, je suis désolé, j'avais encore besoin de plus de détails. Tac, on termine cette question-là et ensuite on passe à Caminade. Qu'est-ce qui coûte le plus cher pour une entreprise? Le turnover ou la fidélisation des commerciaux avec un très gros package, 40% de plus que la concurrence? J'ai un peu la même question finalement. Enfin, je trouve que ça donne, que Caminade vous donnez un petit peu... Mais ce qu'il faut savoir quand même, par contre, c'est qu'un recrutement raté, c'est 33%, je crois, d'un salaire à peu près. 30% d'un salaire. En tout cas, c'est une somme considérable.
Sinon, ça coûte très cher de se tromper. de se tromper. Ou bien de perdre un collaborateur qui était performant le temps qu'on le remplace. Ça coûte de l'argent. Ouais. Ensuite, on engage des frais pour un recrutement. Ça coûte encore de l'argent. Et encore, il faut que ce collaborateur reste face à ce qu'on appelle sa période d'essai. Donc finalement, je dirais ce qui coûte le plus cher, je pense que c'est le turnover. Oui, en fait, moi, je crois À que… vérifier, je voudrais pas dire… Non, mais je pense que, en fait, si je dois répondre à la question, là, je viens d'y réfléchir pendant que tu répondais, Agathe, c'est que si votre fidélisation de commerciaux avec un très gros package vous coûte plus cher que le turnover, c'est que il y a un problème, en tout cas de logique. C'est normal, si évidemment que votre commercial, votre meilleur commercial qui peut-être génère 1 million, on va exagérer, de chiffre d'affaires par an, s'il quitte votre force commerciale, évidemment que sur l'instant T, ça va vous coûter plus cher que si vous avez du turnover de jeunes premiers qui malheureusement se comportent comme des jeunes premiers. Et donc, un gros turnover. Par contre, si vous arrivez à vous aligner de manière cohérente, transparente avec votre force commerciale, et comme tu le disais aussi sur le marché, là, ça va vous rapporter finalement, puisque vous allez conserver ce fameux commercial-là. Donc, pour répondre à la question de manière conclusive, si votre fidélisation de commerciaux vous coûte plus que votre turnover, c'est finalement un peu normal, ça veut dire que vous faites du profit. Donc, il faut bien aligner votre plan de rémunération avec votre plan de croissance également. Et puis, j'ai presque envie de rajouter que sur un contexte aussi humain de gestion des forces commerciales, si vous avez du turnover, si vous avez des roulements et des personnes qui partent de chez vous, ça a aussi un impact sur les équipes en place. En général, le taux de confiance envers le management diminue. Et puis, c'est pas un contexte qui est agréable, en fait, quand on a énormément de départs. C'est aussi l'effet un peu boule de neige. Donc, à éviter. Donc, finalement, au fond, est-ce que ça va pas vous coûter encore plus cher? Parce qu'on parle pas que d'un départ, très souvent. Bien sûr. Je pensais que tu allais dire bowling et j'aimais bien le côté qui peut renverser une autre. Et boule de neige fonctionne aussi très, très bien. Et ensuite, on va répondre à spectateur anonyme. Je ne sais pas si c'est le même que tout à l'heure qui nous avait fait part d'un bon feedback en début de webinar. Mais là, du coup, notre spectateur anonyme nous demande que penser d'une rémunération collective. Je suis désolé, c'est écrit très petit par rapport à vous, ou d'une part de rémunération pour 2 à 4 commerciaux en B2B pour créer un esprit d'équipe versus la rémunération individuelle. C'est très intéressant comme question. On l'a vu, moi je l'ai vu. Je ne sais pas si vous, bien sûr, vous avez dû connaître un petit peu ces enjeux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous l'approchez en 2023? Ça fait partie des critères de variables, effectivement, qui peuvent être mis en place. Un critère parmi les autres. Ça ne peut pas être uniquement du collectif, mais effectivement, quand on veut travailler l'esprit d'équipe ou récompenser aussi un projet que plusieurs personnes auront pu prendre, ça peut effectivement être un des critères de variables que vous pouvez définir. Mais ça ne peut pas être le seul. Il faut à côté, par contre, retrouver des critères aussi individuels sur le plan de rémunération. Super, Agathe. C'est une bonne pratique. Ouais, c'est bien, génial. Top. Et je remercie aussi encore une fois Fanny qui répond à vos questions aussi à l'écrit pour peut-être achever ce webinaire dans 5 minutes, une fois qu'on a répondu au reste de vos questions. Et ça nous fait vraiment bien plaisir de coup que vous en ayez encore. Donc, c'est parfait. N'hésitez pas de toute façon à nous suivre, du coup, tout le temps vérifier ce que Up2 peut proposer à travers sa page, mais aussi à travers notre site, notre blog. On fait un webinaire et d'autres conférences en ligne comme ça régulièrement. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, une autre question de Tanguy qui nous a demandé, du coup, vers la fin de ce webinaire, à 11h52, s'il était possible d'ajouter du variable pour les ADV et si oui, comment et combien? C'est pour ça que vous êtes les experts, c'est que je ne sais pas ce que c'est qu'un ADV. Donc, je vous laisse répondre. Les assistants commerciaux. Administration des ventes. Top. Administration des ventes. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, oui, c'est possible. C'est toujours possible. Et en général, ce qu'on va observer là-dessus, ce sont plutôt une évaluation, enfin des objectifs sur des délais de réponse, sur une satisfaction client. C'est plutôt autour de ça, hein, Cécile. Ouais, c'est ça. Et après, combien, ça, pour le coup, malheureusement, on ne peut pas vous répondre. On n'a pas les données, justement, des salaires fixes de vos ADV. Donc voilà, vous respectez simplement potentiellement la part variable qu'on donnait au début, qui était de 15 à 20%, autour de 20%. En fait, c'est la différence avec ce qu'on appelle business developer de manière anglophone. Elle est quoi au niveau des ADV? C'est pas le même métier. D'accord. C'est pas du tout le même métier. Ok, top. Cécile, tu as un truc à rajouter à la question de Tanguy? Non, on a y répondu. C'était très clair. Génial. Merci Agathe. On se complète de questions en une autre.
Tant mieux, puisqu'on en a d'autres. Caroline qui nous demande, est-ce que généralement le variable est calculé sur la base du chiffre d'affaires ou de la marge? Bon, c'est une question très intéressante, classique, mais super intéressante. À signature du devis ou à l'encaissé, dès le premier euro de facturation ou à partir d'un palier minimal? C'est, je pense, une question que beaucoup de gens se posent. Donc, ouais. Il y a des chiffres là-dessus aussi que nous, on partage à nos clients qui sont hyper intéressants. C'est qu'aujourd'hui, les indicateurs les plus utilisés dans le calcul du variable, je crois que c'est à 62% du chiffre d'affaires, la marge est à 45%. Donc, clairement, ce sont les indicateurs qui sont utilisés. Par contre, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on a près de la moitié des commerciaux qui, eux, ont aussi cette perception de ne pas avoir les bons critères de référence par rapport à la stratégie de l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, objectiver mes commerciaux sur le chiffre d'affaires ou la marge, est-ce que ça répond à ma stratégie, à ma stratégie commerciale? Et l'autre question, c'était devis ou à l'encaissé. Ouais. Et ça dépend beaucoup des secteurs d'activité. Ça dépend du secteur d'activité, ça dépend aussi des sujets. Voilà, j'ai des clients qui me disaient qu'ils avaient des problèmes d'impayés. Dans ce cas-là, on ne parle pas du devis, on parle du moment de facturation. Facturation, encaissement. Donc voilà, ça va dépendre vraiment de votre marché, de la manière dont ça fonctionne chez vous finalement. Et puis, dès le premier euro de facturation, à partir d'un palier minimal, pareil, ça dépend. Hein. Ça dépend aussi, finalement. Ouais, ce sont des questions qui sont à se poser selon la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui, et ce qui est plus avantageux pour vous. Top. Et une dernière question de notre spectateur anonyme. Bon, je pense qu'il avait loupé peut-être cette partie, donc si tu peux juste lui résumer la méthode SMART, ce serait génial. Et ce sera donc la dernière question pour ce webinaire. On vous dit au revoir juste après. Donc, la méthode SMART, pour reprendre, en fait, c'est une méthode qui va vous permettre de fixer des objectifs donc simples, mesurables, atteignables, mais quand même ambitieux, réalisables, et derrière délimités dans le temps, en fait. C'est ce qui vous permet après derrière de pouvoir objectiver vos commerciaux. C'est une méthode pour pouvoir... Tu peux nous le redire une dernière fois, le SMART, l'acronyme Donc, on a simple, mesurable, atteignable, ambitieux et réalisable. Et délimité dans le temps, donc le T de temps. Ok. Et on a un article sur le Up2Blog. Sur Up2Blog, qui détaille bien la méthode. Top, je vois que Fanny, en plus, l'a beaucoup partagé dans le chat. Elle a effacé, dès que vous nous répondiez sur les questions, c'était parfaitement géré. Donc, merci encore à elle. Merci à Alexandre qui a géré la technique également. Et merci à Tanguy qui nous disait merci du coup à travers les questions. Mais du coup, j'ai pu voir son petit retour très rapidement. Donc, merci à tous pour votre participation et pour vos messages. Merci Caroline pour votre question et votre message également. On profite un petit peu de votre feedback puisque pour le moment, on était en flow, mais c'était un bonheur de du coup accueillir ce webinaire. Je vais laisser Fanny du coup mettre fin au webinaire quand elle le souhaite. Je crois qu'elle finit peut-être une réponse. Et voilà. Merci vraiment à tous et à très bientôt sur Up2. Merci, à bientôt.